Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui en compagnie de Robin. Salut Robin. Salut Seb. Alors aujourd'hui, on va tout simplement répondre à une question. Comment acheter plus de 2 millions d'euros de patrimoine sans CDI? Ça se passe tout de suite sur louer en courte durée. Alors aujourd'hui, c'est justement Robin qui va nous expliquer comment acheter plus de 2 millions de patrimoine dans l'immobilier sans CDI. Avant que je laisse la parole à Robin, avant qu'il se présente, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à télécharger les 2 e-books que j'ai rédigés, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Vous trouvez les liens de téléchargement de ces 2 e-books dans la description juste au-dessous ou sur le petit i qui va apparaître. Et puis, si vous arrivez sur cette chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner pour rejoindre une communauté de plusieurs milliers de personnes passionnées d'immobilier et de location courte durée. Robin, est-ce que tu peux, s'il te plaît, t'expliquer et franchement nous expliquer comment on peut acheter plus de 2 millions d'euros de patrimoine sans CDI? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bonjour à tous. Alors c'est vrai que je voulais faire cette vidéo justement pour expliquer un petit peu mon parcours, pour essayer de vous donner la motivation et vous dire que voilà, tout est possible. En fait, c'est pour ça, j'avais envie de témoigner de mon parcours. Alors pour faire financer autant, effectivement, ça demande quand même beaucoup de travail. Voilà, il faut beaucoup de travail, il faut faire pas mal de choses pour pouvoir y arriver, mais c'est tout à fait possible. Alors, avant tout, avant que tu nous expliques tes investissements, comment tu as monté tout ça, de base, t'es quoi? Ta profession? Alors moi, j'étais aide-soignant, donc de profession, voilà, un métier qui m'a passionné, entre autres. Donc j'étais aide-soignant, voilà, donc petit revenu. Ma femme, pareil, aide-soignante aussi également, donc voilà, vraiment des petits revenus, voilà, pas de capital de départ, rien du tout, voilà. Et donc la particularité que toi tu as, c'est que tu as fait le choix de ne pas avoir de CDI. Ouais, alors là par contre c'est vrai que j'ai toujours eu du mal pour signer un CDI. En tant qu'aide-soignant, effectivement, souvent on nous propose, il y a de la demande, donc on a des CDI qui nous sont proposés assez facilement. Et j'ai toujours aimé ma liberté, et donc ça j'ai jamais pu signer de CDI. Ok, donc c'était un choix de pas signer de CDI. Ouais, tout à fait. Par contre, ta femme, tu me disais qu'elle avait un CDI, mais à mi-temps. Hein. Voilà, ma femme elle est en CDI, elle était en CDI à mi-temps, donc voilà, tout à fait. Ok. Alors, explique-nous comment, dans ta situation, avec une femme à mi-temps en CDI et toi en CDD, vous avez pu acheter votre premier bien. Déjà, alors moi je suis pas du tout issu de milieu d'entrepreneurs ou jamais baigné dedans, donc c'est parti, en fait, tout est parti d'une discussion avec une collègue que je remercierai jamais assez. Une discussion banale entre collègues en allant chez un patient dans la voiture. Elle m'expliquait que moi j'avais un peu de sous de côté, en fait, pour tout dire, j'avais 15 000 euros de côté. Ma femme avait 15 000 euros de côté qu'on avait gagné vraiment en économisant, en travaillant vraiment, en essayant de faire attention, parce que c'est dur d'économiser quand on est salarié, on a des petits salaires. Et en discutant, je dis mais comment, qu'est-ce que je pourrais faire de cet argent, qu'est-ce que tu en penses, voilà, discussion classique, banale. Et elle m'expliquait qu'en fait, je devrais investir dans l'immobilier. Elle me dit, tu devrais acheter un appartement, tu devrais le mettre en location, et puis prendre un crédit, et puis ça te paierait le crédit. Je lui dis, mais c'est pas possible, ça marche pas comme ça, c'est pas aussi simple. Elle me dit, mais si, moi je l'ai fait, j'ai acheté un appartement il y a 15 ans. Il y avait un locataire dedans, c'est la banque qui me l'a financé, et là, au bout de 15 ans, c'est toujours le même locataire qui est dedans, et sauf que j'ai plus de crédit. Et heureusement que j'ai fait ça, parce que aujourd'hui, ça m'aide à payer les études de ma fille. Voilà, je lui loue un petit appartement, elle fait des études, heureusement que j'ai fait ça. Je lui dis, arrête de me raconter des histoires, hein, c'est pas possible. Bon voilà, j'étais très surpris, donc je suis rentré, j'ai fait mes comptes, j'ai regardé combien ça s'achetait, un petit appartement F2, combien ça pouvait se louer, et je me suis vite rendu compte que on pouvait arriver à l'équilibre assez facilement, en fait, au niveau du crédit. Et là j'ai été très surpris, donc je suis parti à la recherche de mon premier bien locatif. Voilà, je voulais acheter un petit appartement, un petit F2. Ouais, pour démarrer un petit appart. Ouais. Voilà, un petit appart, commencer simplement. J'étais pas propriétaire de ma résidence principale. Et donc voilà, je voulais un petit appartement dans les 50 000 € pour commencer. Je me suis dit que ça serait cool. Donc cet appart, tu l'as acheté avec ta femme?
Oui. Et vous l'avez financé avec de l'apport ou sans apport? Alors, du coup, c'est pas un appart, c'est 2 apparts qu'on a trouvé. Ah, pour le coup, ok. C'était une affaire, il y avait 2 apparts pour 125 000, mais si on achetait les 2, c'était pour 100 000 euros, on pouvait avoir le tout. Donc, super affaire. Donc, du coup, bon, on a pris les 2. On a mis tout notre apport, on a pris une durée très courte, voilà, et on a pris 15 ans. Et en mettant de l'apport, donc nos 30 000 euros, avec la durée de 15 ans, on arrivait à un remboursement de 530 euros par mois de crédit. Et on avait un peu plus de 800 et quelques euros par mois de loyer. Donc voilà, toutes charges confondues, on était à l'équilibre avant impôt. Ok, donc parfait. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Parce que là, tu me parles de 100 000 euros, on est loin des 2 millions. Ouais, voilà, ben, disons que donc ça s'est bien passé. Donc effectivement, ça nous a donné envie de continuer dans ce sens-là. Après, on a acheté notre résidence principale. On a eu le financement assez facilement, j'étais surpris aussi finalement, puisque notre premier investissement était ce qu'on appelle en calcul différentiel positif, donc il n'amputait pas notre capacité d'emprunt, et donc la banque avait compris que déjà on était capable de gagner de l'argent avec l'immobilier, avec l'investissement, donc elle nous a prêté facilement pour une résidence principale. Donc bon, voilà, on a acheté notre résidence principale. Et après, c'est que quelques années plus tard, en fait, où je me suis relancé en 2013 parce que j'avais besoin d'être rassuré, j'avais pas mal de peur au début, donc voilà, comme tout le monde, un peu d'appréhension, est-ce que ça va vraiment se louer, est-ce que je vais pas avoir des problèmes de loyer impayés, est-ce que je vais pas avoir des dégradations, tout ça. Et donc 2013, premier petit immeuble de rapport. Voilà. Et donc tu peux nous rappeler combien tu gagnais avec ta femme? Parce que là on est déjà sur on a déjà la RP, les 2 investissements, donc on entame la 4e opération. Ouais. Alors là, moi je gagnais toujours pareil. Hein. Alors comme j'étais pas en CDI, effectivement, ça dépend des années, mais soit c'était 1 500 euros par mois de salaire, entrecoupé avec des périodes de chômage du coup, où là, je m'occupais de trouver des investissements locatifs, voilà. Donc c'était entrecoupé, donc vraiment c'était des petits revenus quoi. Donc 1 500 toi, quand tu étais oui. Quand tu avais le travail, quoi, oui. Et ta femme également. Ou 1 000 euros même, ta femme, tu me disais. Voilà, alors là, elle a pris son mi-temps du coup à partir de effectivement 2014, donc là elle devait être encore à temps plein. D'accord. Et après elle a basculé à mi-temps par la suite. Ouais. D'accord. Donc là, on va chercher la 4e opération sur un immeuble de rapport. Voilà, donc premier immeuble de rapport, donc là je me suis dit, bon, jamais j'arriverai à me faire financer, c'est pas possible. Là c'était un immeuble de 4 logements, projet... Alors, on peut juste répondre à cette question parce que tu dis, la banque elle ne me financera pas, mais pourtant tu vas le chercher. Alors qu'il y a certaines personnes qui disent, la banque ne me financera pas, c'est pas grave, je vais même pas chercher cet immeuble. Qu'est-ce qui fait que toi tu as été le chercher? En fait, j'y avais pris goût parce que les loyers continuaient à tomber. 3 ans plus tard, j'avais les mêmes locataires, j'avais pratiquement 1 000 euros qui tombaient, donc 800 euros par mois qui tombaient, et j'avais pratiquement plus qu'à regarder mon relevé de compte, quoi, une fois qu'on a fait le travail, que les travaux sont faits, que les locataires sont mis en place. Et je me suis dit, c'est pas possible, il faut renouveler l'opération, c'est pas possible. Donc j'avais vraiment envie de ça, et puis voilà, après même si j'aimais mon métier, j'avais envie aussi de me dégager du temps, je commençais un petit peu à me renseigner et à voir que on pouvait multiplier ses revenus et investir de manière plus optimale que mon premier investissement aussi. Ok, donc là tu te dis la banque ne me financera pas, tu y vas, alors qu'est-ce qu'elle te dit la banque ? À ma grande surprise, ça a été un oui, tout simplement. Ça a été assez simple, sachant que, donc peut-être te surprendre, mais j'étais donc à la Banque Postale et ils m'ont prêté sur 25 ans. Ouais, sur 25 ans, avec les frais de notaire, les travaux, pas d'apport, sans problème. Franchement, là, ce financement-là, il s'est passé sans trop de difficultés. J'avais un bon interlocuteur aussi. Ouais, c'est important d'avoir la personne qui comprend ce que tu veux faire. Hein. Voilà, j'avais un bon interlocuteur. Je pense qu'on avait une tenue de compte qui était bonne. Et l'investissement qu'on proposait était assez sécuritaire dans le sens où c'était il y avait 4 appartements, il y en avait 3 de loués. Donc il y avait déjà des revenus en place. C'était un projet peut-être facile à financer pour la banque, je pense. Et donc là, on part sur un projet à combien celui-ci ou celui d'après? L'immeuble. L'immeuble, c'était 230 000 euros, là, tout compris. Que vous avez acheté en nom propre? Alors, on a acheté en nom propre, puisqu'il y avait un appartement à rénover, donc il y avait 25 000 euros de déficit foncier à faire. Donc, voilà, achat en nom propre.
J'étais encore dans ma phase, on va dire, d'apprentissage. J'étais pas trop renseigné sur les sociétés, sur tout ça, donc simple, en nom propre. D'accord. Donc, on fait cet achat. Ouais. Il en manque encore pour arriver à 2 millions. Ouais, c'est clair. Donc bon, on va accélérer un peu, mais après donc ça s'est tellement bien passé que je me suis dit, ben, on va renouveler assez rapidement. Donc 6 mois plus tard, un nouvel immeuble, petit budget, 150 000 euros. Voilà, deux locataires en place sur 3. Donc c'est pareil, un peu dans le même type de projet. Je pense que ça a joué aussi dans le financement. Alors je pense que ce qui est important aussi, c'est quand tu vas chercher le financement de ce projet comme ça, tu as déjà des revenus locatifs qui tombent. On ne part pas d'un appartement vide dans lequel on va faire les travaux. Il y a déjà des revenus locatifs qui se mettent en face de l'investissement et ça, oui, forcément, ça rassure la banque. Alors je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mais en tout cas, ça rassure. Ouais, tout à fait. Et puis, je trouve qu'on y allait de manière progressive aussi. Donc, les 2 appartements, après un petit immeuble, après un autre immeuble, ça s'est fait de manière, on va dire, structurée. Voilà. Et donc, en fait, bon, c'est vrai que j'en parle comme ça, mais dans la présentation de mes dossiers, en fait, je m'en rendais pas trop compte, mais mes dossiers étaient assez structurés. Tout était bien classé, c'est-à-dire que j'avais un dossier en ligne que le banquier pouvait voir avant le rendez-vous pour pouvoir préparer le rendez-vous. J'avais fait des sous-catégories pour bien présenter mon projet, bien séparer notre situation professionnelle. Parce qu'en fait, comme ma situation, elle était mauvaise, quoi. J'avais pas de CDI, donc ça c'est vraiment un gros point noir. J'ai essayé de contrebalancer au maximum avec des points positifs, donc voilà. J'ai essayé de structurer au mieux mon dossier. Et donc, ah oui, pour la petite anecdote, donc du coup, quand même, parce que j'avais des revenus aussi de Pôle emploi, mais pour bien expliquer que c'était vraiment un choix de ma part, j'avais fait un petit tableau où j'avais expliqué mes revenus professionnels et dessous j'avais mis mes revenus de Pôle emploi du coup. Et ils avaient trouvé que c'était tellement régulier qu'ils m'avaient donc intégré ces revenus, les revenus de Pôle emploi, dans mon calcul du taux d'endettement. Voilà, et là je pense que ça a joué aussi. Ils étaient convaincus que c'était vraiment un choix de ma part. Alors, ce qui est important à dire quand même, c'est que ça ne marchera pas à tous les coups, mais voilà, on était déjà sur plusieurs opérations immobilières qui s'étaient bien passées. Le banquier il avait bien compris que vous maîtrisiez parfaitement ce que vous faisiez et ça a forcément joué en votre faveur. On n'est pas en train de vous dire que ça marchera à tous les coups, loin de là, mais en tout cas, ça a marché pour Robin. Ouais, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Alors ensuite, suite à cet investissement, j'ai calmé un petit peu le jeu, parce que c'était en 2014, voilà, histoire de voir que tout se passe bien. Et après, là, j'ai relancé la machine en 2016, où là, j'ai une opportunité exceptionnelle qui est arrivée à moi, un bel immeuble de rapport avec 12 logements, tout était occupé. Il y avait, voilà, on était sur une rentabilité à plus de 12%, donc vraiment un beau cash flow, vraiment une très très belle opération, et celle-là, je ne voulais pas la rater. Donc, bon, alors là, je suis retourné voir mon banquier préféré, qui là, par contre, bon, était un peu moins accueillant que d'habitude, même si, lors de l'entretien, il m'a dit oui, il n'y a pas de souci, on vous finance. Bon, j'ai eu le coup de téléphone 15 jours plus tard pour me dire que, malheureusement, il n'était pas en capacité de pouvoir me suivre puisque je devenais un professionnel de l'investissement immobilier et qu'il ne souhaitait pas suivre ce type de profil. Donc là, ça a été vraiment la période compliquée. Et là, ça peut être charnière parce que tu arrives à un moment où tu as plus de revenus locatifs que de revenus issus de ton activité salariée, enfin de vos activités salariées, toi et ta femme confondues. Ouais. Tout à fait. Okay. C'est ça qui a posé problème d'ailleurs, hein, principalement. Vous êtes trop bon, on ne vous suit plus. C'est un peu ça, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est curieux. Hein. On se dit, mais attendez, c'est quoi qui vous gêne? Parce que finalement, les revenus, tous les investissements que j'ai faits, ils sont en cash flow positif, réel et bancaire, donc en pondérant les loyers à 70%. Pourquoi vous ne me suivez pas, quoi? Donc, alors là, ça a été compliqué. Parce qu'en plus, cette année-là, c'est l'année où j'ai eu le moins de revenus. Ma femme, 2 ans avant, donc elle avait pris son mi-temps, donc elle avait aussi très très peu de revenus. Là, ça a été vraiment... ça a été la course au financement et donc j'ai fait un peu plus de 18 établissements bancaires. Voilà, là ça a été sport. Okay, donc, moralité, on lâche rien. Donc en fait, tu as choisi ton plus gros projet immobilier l'année où sur la déclaration d'impôt, il y avait le moins de revenus dans le foyer. Et ouais, c'est vrai que c'est tombé comme ça, donc malheureusement. Ok. Bon, alors vous l'avez eu ce financement et comment vous avez fait?
Alors, ben ouais, on l'a eu du coup, c'était donc la dernière banque que je suis allé voir qui me l'a financé. Donc bon, ben, quand on a fait 17 établissements bancaires et qu'on a eu 17 refus, bon effectivement on n'y croit plus du tout. Et là, bon, ben, la 18e banque qui appelle et qui dit bon ben c'est bon pour nous, c'est passé en comité, on vous suit sur votre projet. Bon là on n'y croit pas du tout quoi. Et donc en fait j'analyse un peu après de l'extérieur maintenant pourquoi je l'ai obtenu, c'est que je suis tombé vraiment sur la bonne personne dans la bonne banque. Je suis tombé sur une personne qui avait un tempérament dynamique, donc c'était entre autres un directeur d'agence là, qui avait une sensibilité sur l'investissement locatif et qui a cru en moi, en mon profil en fait, et à mon potentiel futur client. Hein, parce que bon, même si on croit en quelqu'un, il faut que la banque ait un intérêt derrière. Donc elle a cru à mon potentiel client. Et voilà, donc elle a été défendre mon dossier au comité décisionnaire. Parce qu'après, quand on passe en risque un peu plus élevé, il faut aller défendre le dossier. Donc voilà, c'est pas forcément une question de banque. On peut dire le nom de la banque ? Oui, bien sûr, oui, tout à fait, c'est le CIC. C'est le CIC, donc voilà, tu as été voir le CIC, tu es tombé sur cet interlocuteur, il a suivi le projet, tu aurais été voir le CIC d'une autre agence dans la même ville, peut-être que le dossier ne serait pas passé. C'est pas une question de banque, ça, parce que ça on me pose souvent la question, il y a aussi cette relation humaine, voilà. Soit ça passe pas avec votre interlocuteur, et malheureusement, c'est ce qui va faire la différence sur le oui ou le non de la banque. Donc on est sur 12 nouveaux apparts là. Ouais, alors là, on a été content. Là, c'était top. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont financé ce projet en plus et ils nous ont racheté tous les prêts qu'on avait en cours avec une baisse de mensualité. On a gardé la même durée, on a baissé les mensualités, donc encore plus de cash flow, donc des projets encore plus rentables pour notre futur calcul du taux d'endettement. Ok, parfait. Et derrière le CIC, est-ce qu'il a financé autre chose ? Alors là, eux, ils m'ont dit bon, écoutez, là, on a vraiment financé beaucoup, on va se calmer un petit peu, voilà, pour l'instant. Bon, alors. C'était sans compter sur ta recherche, ça. Voilà, bon, du coup, après, c'est vrai que j'ai développé un réseau quand on commence à investir. Donc, il y a des affaires aussi qui arrivent un petit peu à nous. Et là, j'ai une affaire qui s'est proposée encore. Et donc, peu de temps après, je pensais que ça serait plus lointain, mais là, je ne pouvais pas la laisser passer, encore celle-là. C'est des locaux commerciaux, en fait, dans ma ville, super emplacement. Tout est loué, on est à plus de 10% de rentabilité sur un emplacement numéro 1 dans ma ville, donc je voulais pas louper cette opération. Donc bonjour monsieur le banquier, je reviens vous voir. Donc là c'est pareil, franchement j'y croyais pas du tout, je me suis dit ils vont pas me suivre et ils m'ont suivi aussi sur ce projet. Donc là c'était 4 mois plus tard, vraiment très peu de temps après. Ok, donc j'avais le bon interlocuteur, donc je me suis dit je vais en profiter. Ouais. Ok. Donc alors là, donc là après c'était des achats en SCI, voilà, puisque. Alors justement, je voulais y venir. Ah oui. Tu as acheté en nom propre, tu as acheté en SCI à l'IR, à l'IS. Explique-nous pourquoi et pourquoi tu as choisi plusieurs SCI plutôt que de tout mettre dans une seule. Ok. En fait, oui. Donc au début, j'ai acheté en nom propre principalement parce que c'est plus facile. Il y avait un peu de déficit foncier, voilà. Et puis j'avais pas toutes les informations que j'ai aujourd'hui. Et à partir du gros immeuble, donc celui où il y a 12 appartements, là on a acheté en SCI à l'IS parce que j'allais très rapidement par contre devenir fortement imposé, puisque le déficit foncier n'était pas important sur ce projet et j'avais peur de me retrouver ce qu'on appelle le cash squeeze avec des impositions que je ne pouvais plus supporter, puisque en nom propre on sait qu'on est imposé sur de l'argent qu'on n'a pas forcément gagné et donc on est imposé sur un résultat comptable et ça me dérangeait un peu, donc je voulais maîtriser un peu cet aspect fiscalité. Donc là j'ai fait une SCI à l'IS pour l'aspect maîtrise de fiscalité, maîtrise de l'imposition et puis toutes les déductions qu'on peut faire en plus du nom propre, quoi. Ok. Et donc par la suite, tu as créé d'autres SCI. Pourquoi est-ce que tu n'as pas tout mis dans une seule ? Alors voilà, oui. Alors la première, donc, elle génère pratiquement 50 000 euros de revenus locatifs à l'année, effectivement. Et donc voilà, je voulais déjà rester en deçà des taxes de l'impôt société, puisque à partir, au-delà de 38 200 euros, on paye 28% d'impôt société, et en deçà… 38 200 euros de bénéfices, je précise. Oui, de résultats. Et donc rien qu'avec ce projet, en fait, j'arrivais déjà au-dessus de ça.
Donc il y avait cette première idée, cette première chose. Et après la deuxième, c'est parce que du coup je voulais séparer plusieurs projets. Voilà, je voulais pas mélanger des locaux professionnels. Voilà, c'était un prêt en plus prêt professionnel. Donc je voulais vraiment scinder pour le jour où je liquide les SCI. Et voilà. Okay. Donc une question fiscale, pour réduire l'impôt sur la SCI, il vaut mieux avoir 2 impositions par exemple à 15% qu'une imposition à 28%, et 2 après pour des raisons de séparation du patrimoine entre l'immobilier locatif, j'ai envie de dire à destination d'habitation, voilà, et l'immobilier commercial. Et ce que j'aime bien, juste pour préciser là-dessus, je trouve que ce qui est bien avec la CILS, c'est la maîtrise de la fiscalité, parce qu'on on a parlé de l'IS, mais on n'est pas imposé sur son propre revenu tant qu'on ne prend pas l'argent. Donc je trouve que ce qui est bien, c'est qu'une année, par exemple, on a eu peu de revenus, on se dit, cette année-là, je vais prendre 10 000, je vais prendre 20 000, 30 000 euros dans cette SCI, je sais combien précisément je vais payer d'impôts, on a la flat tax, on sait qu'on va payer 30% d'impôts, et voilà, mais on choisit à quel moment on le prend ou on ne le prend pas. Et ce que j'aime bien, c'est que ça permet de réinvestir donc, pour faire des travaux et entretenir son parc immobilier sans avoir été imposé à titre personnel. Ça, c'est voilà, une des raisons aussi principales. Ok. Écoute, joli parcours, Robin, et tout ça en combien de temps? Du coup, alors j'ai commencé en 2010, premier investissement, et donc là voilà, on est en 2019, et voilà. Par contre, il manque juste un dernier bien. Ah bon, allez, vas-y. Bon, juste le dernier, du coup, c'est un immeuble de rapport, donc ça c'était 1 an après les locaux commerciaux, que j'ai acheté là en association avec un associé qui voilà, avait on va dire un bon dossier bancaire, et donc voilà, et là encore une fois j'ai eu le financement dans cette même banque, voilà, grâce à cette association. Alors tu fais bien de le dire, parce que c'est vrai que de temps en temps on n'a pas forcément la capacité pour réaliser l'investissement, mais la bonne solution c'est peut-être d'amener une personne extérieure sur le projet, en faire un partenaire, en fait, un associé, et pouvoir bénéficier de sa capacité d'emprunt pour malgré tout acheter quelque chose. Donc il vaut mieux avoir 50% de quelque chose plutôt que 100% de zéro. Ouais, tout à fait. Juste une dernière chose, Robin. Donc on a bien compris, tu as pris goût à l'immobilier. Oui. Aujourd'hui, je pense que c'est pas un secret, tu n'es plus aide-soignant. Voilà, donc j'ai quitté il y a 2 ans. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Bon, du coup, maintenant, en fait, j'ai transformé, on va dire, ma passion en métier. Parce que il y a 2 ans, donc j'ai arrêté mon métier d'aide-soignant, puisque mes revenus me permettaient justement d'être plus souple. On va dire que j'arrivais à payer mes charges, ce qui est déjà énorme. Et du coup, j'ai transformer ma passion. Donc j'ai voulu aider des investisseurs à investir. Et donc j'ai créé maintenant la société Projet Locatif avec 2 autres associés, où on accompagne des investisseurs sur tout le territoire français. Donc c'est un réseau national d'accompagnement en fait qui est composé uniquement de personnes comme moi, qui sont expérimentées, qui sont elles-mêmes multi-investisseuses, qui font bénéficier de toutes leurs connaissances, de toutes leurs compétences à nos clients. Donc voilà, ça c'est le nouveau projet qui a été créé donc il y a un peu plus d'1 an, et donc je suis très fier. Donc je mettrai le lien de Projet Locatif pour les gens qui souhaiteraient passer par vous pour leur phase de recherche. Voilà, ce qui est très important, en tout cas pour moi c'est un gage de qualité et de confiance, c'est que toutes les personnes qui bossent pour vous, ou dans votre réseau plutôt, sont des investisseurs. Donc on reparle de rentabilité, de cash flow. Voilà, ils comprennent. Ils comprennent tout à fait de quoi il s'agit. Écoute, merci Robin pour le passage sur cette chaîne YouTube. Franchement, félicitations pour ton parcours immobilier. Donc comme quoi, sans CDI, avec des périodes de chômage, sans des salaires de 10 000 euros, il est possible d'investir plusieurs millions d'euros. Voilà, tout est une question de volonté et de l'interlocuteur que vous aurez en face. Voilà, n'hésitez pas à faire plusieurs banques, 18 banques à partir du moment où Robin a été bloqué. Comme quoi, faut jamais perdre espoir. Mais écoutez, on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Évidemment, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager.
Et puis j'ai envie de dire qu'on va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Merci encore une fois Robin et félicitations pour ton parcours. Merci Seb aussi. Ciao. Au revoir.